Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo à chaud, sur ce mini coup de tonnerre qui s'abat sur la NBA. C'était un petit peu trop calme en termes de trade, de changement de club, etc., de mélodrame sur les désirata de chacun. C'était un petit peu trop calme, et bien tout s'est très vite réagité avec, vous avez suivi ça par l'intermédiaire de son agent, l'annonce de Anthony Davis de son souhait de quitter les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, et en tout cas son souhait de ne pas re-signer avec eux à l'échéance de son contrat pour aller jouer, selon ses dires, dans une équipe compétitive pour évidemment jouer le titre. Alors après Paul George qui voulait aller aux Lakers, après Kyrie Irving qui ne voulait plus jouer avec LeBron, après Kawhi fâché avec les Spurs, après Eric Bledsoe I don't wanna be there, et bien encore un joueur qui tente de reprendre son destin en main et bien de forcer son équipe actuelle à l'envoyer vers de nouveaux cieux, vers une nouvelle destination. Je vous propose bien qu'on évoque tout ça via cette vidéo, mais avant tout de quoi on parle. Contractuellement, où en est Anthony Davis, quelles sont les équipes évidemment en lice pour l'accueillir, par quels moyens, est-ce que ça les renforcerait vraiment. On va essayer de survoler tout ça en abordant un maximum de détails pour bien comprendre la situation. Parce que Anthony Davis, je dirais pas que c'est un joueur sous-médiatisé, sous-coté, sous-estimé, mais ça reste l'un des joueurs les plus impactants de la NBA, et évidemment son transfert peut, entre guillemets, révolutionner un petit peu le visage de la NBA, ou en tout cas changer pas mal de choses, pas mal de rapports de force, à l'image du trade d'un Shaq O'Neal qui allait du côté des Lakers, ou en tout cas la signature du côté des Lakers, l'arrivée d'Abdul Jabbar, pareil du côté des Lakers en provenant des Bucks. C'est un deal qui peut faire beaucoup de bruit, qui peut avoir beaucoup d'impact, et qui peut marquer avec le recul après la NBA, donc il va falloir le suivre de près. Mais d'abord de quoi on parle contractuellement, où est-ce qu'en est Anthony Davis? Parce que, il est loin d'être en fin de contrat. C'est pour ça qu'il y a quelques temps, quand on commençait à évoquer les éventuels trades possibles ou signatures possibles d'un Anthony Davis en dehors des Pelicans, je vous disais attention, c'est pas du tout à l'ordre du jour. D'autant qu'il n'y a pas si longtemps, Anthony Davis, en bon professionnel, affirmait à qui veut l'entendre qu'il allait rester aux Pelicans. Mais Anthony Davis, il est au milieu de son contrat. Il est au milieu de son contrat actuel, dans l'année 3 sur 5, et voyez que théoriquement, il est encore en contrat pour 2 années avec les Pelicans. Il termine l'année en cours, il a encore une année 2019-2020 après, et sur sa 5e année de contrat, il a une player option qu'il peut ne pas activer et re-signer ailleurs. Donc, les Pelicans déjà absolument pas dans une situation où ils doivent se précipiter, où ils doivent se dépêcher d'échanger Anthony Davis de peur de le perdre contre rien à l'été, parce qu'il est encore assuré d'être dans le club pendant un long moment. C'est exactement la même situation que quand Paul George avait annoncé aux Pacers, attention les gars, non pas à l'été qui vient, mais à l'été d'après, je vais vraisemblablement pas activer mon option joueur et je vais aller signer aux Lakers. C'est vraiment le même contexte. Donc, on n'a pas le couteau sous la gorge, déjà du côté des Pelicans, et ça il faut bien l'avoir en tête. Parce que les Pelicans, ils ont bien compris que Anthony Davis, c'était un joueur extraordinaire, qu'il était convoité par beaucoup, et ils vont essayer de ne pas être les dindons de la farce et de récupérer le meilleur package, la meilleure compensation possible pour ce joueur d'exception. D'autant que les Pelicans, voyez que après un beau parcours l'année dernière en play-off, dans une conférence Ouest très compétitive, ils sont un petit peu à la peine, et quelque part on peut comprendre qu'un Anthony Davis, qui commence à voir quand même les années s'enchaîner au compteur, est en train de se dire, je vais m'enliser vraisemblablement à New Orleans, j'ai envie d'un plus gros marché, d'être un petit peu plus mis en avant, et vraiment de jouer le titre. Donc ça peut se comprendre. La démarche peut parfaitement se comprendre. Évidemment, la première chose qui vient en tête quand on parle d'un éventuel trade d'Anthony Davis, on se dit tout de suite les Celtics. On pense tout de suite aux Celtics parce que les Celtics, ils ont en stock, ils ont en banque tous les arguments qui peuvent intéresser une équipe comme les Pelicans, qui, après le départ de Anthony Davis, va vraisemblablement appuyer sur le bouton reset et faire une reconstruction.
parce qu'ils ont des jeunes joueurs, transférables, ils ont plein de tours de draft, on reviendra sur ça, ils ont des vétérans confirmés en fin de contrat, donc qui peuvent absorber la masse salariale pour que le trade se fasse, et ensuite il y a un buy-out, ils sont gardés, mais il n'y a qu'un an. Et résultat, du côté des Pelicans, on se retrouve avec des finances assainies et plein de tours de draft, plein de jeunes pour reconstruire. Donc les Celtics, première équipe qui vient en tête dans un trade d'Anthony Davis, et on se dit, ouais, les Celtics, ils peuvent monter un truc qui va plaire aux Pelicans. Mais c'était sans compter. Sans compter sur une petite particularité du CBA, de la convention collective de la NBA, qui stipule quelque chose de très simple. Une même équipe, ne peut pas avoir dans ses rangs plus de 2 joueurs qui sont designated rookies. Dans leur rang, ils en ont actuellement déjà un qui s'appelle Kyrie Irving. Un joueur designated rookie, c'est quoi ? C'est un joueur qui a signé une extension avant l'échéance de son contrat de rookie, donc son premier contrat de joueur de premier tour en NBA, qui est, je vous le rappelle, un contrat de 4 ans. Eh bien, un designated rookie, arrivé à la 3e année, donc 1 an avant le terme de ce contrat-là, eh bien, il signe une extension de 5 années. L'activation, si vous voulez, par l'équipe de cette appellation de designated rookie permet, à la fin de la 3e année, de signer une extension de 5 années à partir de la 4e. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a en fait 6 ans. Donc, vous avez la possibilité de verrouiller. Il reste 1 année de contrat, celle-là, elle ne bouge pas. Et après, 5 années derrière. Donc, vous avez la possibilité de verrouiller sur les 6 prochaines années un rookie qui est issu de vos rangs, que vous avez drafté. Et cette designated rookie permet de faire ça, d'avoir un joueur verrouillé pour les 6 années à venir, alors que quand vous n'êtes pas designated, vous ne pouvez faire que 4 ans à l'issue de la 3e année, vous ne pouvez faire que 4 ans en plus. Donc ça vous permet d'avoir 1 année de projection en plus. Et bien Kyrie Irving, il a bénéficié de ce dispositif-là du côté des Cleveland Cavaliers à l'époque, comme Anthony Davis en a bénéficié du côté des Pelicans, c'est-à-dire que à la fin de sa 3e année professionnelle, il a signé une extension de 5 années qui est entrée en application après sa 4e année. Vous me suivez. Donc il était verrouillé pour les 6 années à venir. Vous allez me dire, attendez, une équipe peut avoir 2 designated rookies. Donc, ils ont Irving déjà, les Celtics, donc ils peuvent choper Davis. Eh bien non. Vous pouvez certes en avoir 2 dans vos rangs, mais un seul acquis par un trade. Et Kyrie Irving, ne l'oubliez pas, il est arrivé aux Celtics via un trade. Donc le designated rookie, eh bien, qui a été acquis par un trade, les Celtics l'ont déjà. Donc il ne pourrait pas avoir un 2e designated rookie, Anthony Davis, acquis par un trade. Donc là, ça bloque. Ou alors les Celtics devraient échanger Kyrie Irving, mais c'est a priori pas à l'ordre du jour, et surtout les Pelicans ne voudraient pas récupérer d'un Irving en fin de contrat qui ne signerait pas à la Nouvelle-Orléans. Ils sont pas fous. Donc, comme ça, à chaud, ça bloque. En tout cas, ça bloque pour un trade imminent, là, avant la trade deadline, qui va arriver vers la mi-février. Parce que, regardez un petit peu la situation contractuelle du côté des Celtics, Kyrie Irving, il est là en 2018-2019 à 20 millions la saison. La saison prochaine, il a une option joueur à 21 millions. Vu l'explosion du cap et vu le niveau de Irving, il ne va pas activer cette option à 21 millions et il va re-signer à son tour un contrat sur 4 ou 5 années. Donc, dès lors qu'il y a re-signature d'un nouveau contrat, on n'est plus sous le coup du designated rookie, c'est remis à 0, et à ce moment-là, les Celtics, à l'intersaison 2019, à l'été 2019, après avoir re-signé Irving, ils peuvent très bien monter un trade et accueillir Anthony Davis. Donc, en jouant un petit peu la montre, en attendant l'été, les Celtics peuvent très très bien monter une opération qui leur permettrait de récupérer Anthony Davis. Et pourquoi je vous dis les Celtics, ils sont en position de force ? Parce que ils ont leur propre tour 2019, ils ont le tour des Clippers s'ils tombent entre le choix 15 et 30, ils ont le tour des Grizzlies s'ils tombent entre le choix
9 et 30, et ils ont le premier tour de draft, le plus favorable entre celui des Sixers et celui des Kings, donc vraisemblablement, ils vont récupérer celui des Kings, et si jamais les protections étaient activées, eh bien c'est décalé d'une année. Donc les Celtics, ils pourraient très bien dire aux Pelicans, ok, vous allez nous envoyer Anthony Davis à l'été. On va vous envoyer Al Horford, parce qu'il faut bien que ça matche sur les salaires. Al Horford ayant une option joueur qui vraisemblablement à 30 millions, il activera, parce qu'il aura 32 ou 33 ans à l'été, donc il ne va pas cracher sur 30 millions, et même s'il arrive à renégocier derrière, ça ferait abandonner trop d'argent, donc la probabilité qu'Al Horford active son option joueur, elle est très 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 élevée. Donc les Celtics pourraient très bien dire, ok, on va vous envoyer Al Horford, parce que ça va matcher salarialement. Après, Al Horford, vous en faites ce que vous voulez, vous faites un buy-out ou vous le gardez, c'est votre problématique, mais quoi qu'il arrive, c'est juste une année dans vos finances, année qui sera une année de transition, de reconstruction, de tanking côté Pelicans. Donc comme les Hawks l'ont fait avec Melo, c'est un truc qui n'est pas compliqué à absorber et de toute façon c'est une année perdue. À côté de ça, on vous passe un petit jeune qui a du potentiel. Pourquoi pas un Jaylen Brown ? Pourquoi pas un Jaylen Brown qui fait une saison un petit peu compliquée du côté des Celtics, à qui il pourrait tout à fait être profitable de rebondir dans une nouvelle franchise. Et à côté de ça, on vous passe 3 premiers tours de draft. Vous en voulez 4, on vous en met 4. Parce que les Celtics, finalement, ils ont récupéré tellement de tours de draft qu'ils peuvent faire tapis et se débarrasser de tout ce qui n'est pas à eux. Et là, les Pelicans, ils se retrouvent avec un vétéran qui peut être tout de suite impactant, un jeune joueur qui a montré de belles choses, qui a plein de potentiel, et 3 tours de draft. Et là, le schéma de reconstruction avec pression sur le bouton reset, là c'est le schéma de reconstruction par excellence. Et là effectivement quelque part on a deux équipes qui se retrouvent entre guillemets dans un deal gagnant-gagnant. Les Celtics ils récupèrent un super intérieur, on imagine les séquences de pick and roll avec Kyrie Irving, dans l'aile il y a Tatum, et puis si à côté de ça ils arrivent à conserver Smart, à conserver Rozier, à conserver Morris, à conserver Bane, etc., ils ont une équipe ultra compétitive. Ils ont une équipe éminemment ultra compétitif. Autre scénario, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les Celtics sur le coup. Et autre scénario possible, eh bien, il y a aussi les Lakers. Il y a aussi les Lakers qui n'ont jamais caché avoir un intérêt énorme pour Anthony Davis. Les Lakers qui veulent absolument greffer aux côtés de LeBron James un autre joueur calibre All-Star, calibre All-NBA. Ça a toujours été dans le projet. Les Lakers qui font une saison tout à fait correcte, ils sont au-dessus des 50%, mais c'est pareil, je dirais pas qu'ils font une saison décevante, parce que il aurait été bien présomptueux d'imaginer les Lakers en dominant la conférence Ouest avec le roster qu'ils ont construit autour de LeBron. Donc ils sont pour moi au niveau qui est plus ou moins leur, avec la blessure de LeBron, ils ont un petit peu baissé, mais globalement, c'était une équipe qui était partie pour faire 45-50 victoires cette saison en étant en bonne santé et au complet. Mais quoi qu'il arrive, les Lakers dans la config actuelle sont évidemment trop faibles pour sortir les Warriors en playoff, trop faibles vraisemblablement pour sortir OKC, pour sortir les Rockets, les Nuggets restent aussi une équipe compliquée, donc il manque clairement de talent à cette équipe des Lakers pour jouer des coudes à l'ouest. Donc évidemment, que en se positionnant sur un Anthony Davis, l'équipe pourrait changer de dimension. Et c'est tout le projet. C'est tout le projet voulu par Magic Johnson et par le general manager des Lakers. Problématique des Lakers. C'est que là, les Lakers, ils veulent faire le forcing. Ils veulent faire le forcing pour que le trade se fasse tout de suite. Pourquoi ? Parce que du côté de Los Angeles, on a parfaitement compris que si on attend l'été, les Celtics sont beaucoup plus intéressants pour les Pelicans, avec leur offre, avec leurs jeunes joueurs, avec leur tour de draft, que les Lakers. Parce que fondamentalement, les Lakers, ils ne possèdent que leur tour de draft à eux. Et c'est une équipe qui est en milieu de tableau, donc ça va être un 15-16e choix. Et avec le règlement Stepien, les Lakers ne peuvent pas transférer 2 tours de draft de 2 années consécutives, donc ils vont faire un package où ils vont dire ok, on vous envoie le 2019 et le 2021. Avec une équipe qui a des ambitions de play-off de titre, ça va être des tours de fin de premier tour. Donc les Pelicans, ça va pas forcément être un package ultra vendeur, ultra attractif, même s'ils sont preneurs de récupération de tours de draft.
Et puis à côté de ça, il faut qu'au niveau des salaires, ça matche. Donc, il faut qu'on arrive à un cumul d'à peu près 25 millions de dollars, et il faut qu'on ait du coup, à défaut d'avoir des tours de draft, des jeunes joueurs qui sont attractifs et qui vont donner envie aux Pelicans de valider le trade. Évidemment, on va résumer là dans cette vidéo un scénario où il y a d'un côté les Lakers, d'un côté les Celtics. Évidemment, il y a plein d'autres équipes qui vont tenter de récupérer Davis. Les Knicks vont essayer, il y a plein d'équipes, pourquoi pas les Rockets, il y a plein d'équipes qui vont tenter quelque chose. Ces équipes n'iront au bout de ce trade qu'avec la certitude évidemment que Anthony Davis va re-signer avec eux à l'intersaison prochaine. Cette certitude, ils l'auront via son agent, en leur disant « Ok, si on prend Davis, quelle est la probabilité qu'il signe avec nous, etc. » Même problématique que quand OKC a récupéré Paul George, qui, je vous le rappelle, avait dit « Je vais signer aux Lakers » et qui finalement se retrouve à OKC. Même problématique avec les Raptors qui récupèrent Kawhi. L'objectif, c'est de le faire re-signer à l'été prochain. Là, il y a encore plus d'incertitudes. Donc évidemment qu'il y a une incertitude autour de Davis. Évidemment que dans l'inconscient collectif, Davis, LeBron James, ils ont le même agent, les Lakers, gros marché, Los Angeles, tous les projecteurs sont braqués sur eux. Évidemment que c'est une destination qui paraît probable pour Anthony Davis. Maintenant, attention, les Pelicans, ils vont pas lâcher sans quand même avoir en contrepartie un package intéressant. Et ce package intéressant, eh bien, il faut le monter. Et à défaut de tour de draft, il faut aller trouver du jeune joueur. Il faut aller trouver une accumulation de masse salariale qui fait qu'au niveau des salaires, ça matche. Parce que les Lakers n'ont pas de flexibilité sous le salary cap pour absorber un différentiel de salaire, donc il faut que ça matche. Pour que ça matche, on pourrait très bien imaginer ce package-là, par exemple. Caldwell Pope, Lonzo Ball et Ingram. Caldwell Pope, il faudrait qu'il accepte d'être échangé parce qu'il a signé pour un an. Bon, bref, ça c'est une petite particularité. Partons du principe qu'il accepte. Il faudrait monter ce package-là. Mais attention, ça veut dire que les Lakers, qui ont déjà envoyé Randle pour récupérer LeBron indirectement, se sacrifieraient encore d'un jeune joueur Ingram et encore d'un jeune joueur prometteur Lonzo Ball. Donc le process Lakers, là, serait complètement anéanti au profit d'un autre schéma. Un schéma où on se renforce non pas en interne en développant des jeunes, mais complètement en externe, en étant très agressif dans les recrutements. Partons du principe que ce package-là intéresse les Pelicans. On aurait des Lakers qui se retrouveraient dans une situation donc avec James Davis, Rondo, Stephenson, Beasley, c'est en fin de contrat. Il n'y aurait plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs quelque part encore sous contrat. On a le dead cap de Lew Holden qui a été coupé, il y a eu un buyout, ça pèse encore dans les finances. Et finalement, avec seulement 7-8 joueurs déjà dans le roster, on a déjà une masse salariale globale qui serait aux alentours des 80 millions, des 86 millions. Donc, il ne resterait, théoriquement c'est ici, aux Lakers que 21 millions pour recruter. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, ils vont récupérer Davis, derrière ils ne vont pas garder tous ces joueurs qui étaient arrivés en complément, ils ont de la masse salariale pour recruter. Oui, ils en ont, mais ils n'ont entre guillemets que 21 millions. Et 21 millions, c'est une très belle enveloppe, mais c'est pas non plus une enveloppe suffisante dans une intersaison 2019 où il y a plein d'équipes qui ont plein d'argent. C'est pas une enveloppe suffisante pour attirer un autre joueur d'un très très gros calibre. Vous attirez pas Kawhi avec 21 millions. Vous attirez pas un joueur calibre NBA avec 21 millions. C'est des joueurs qui vont demander le max. Ils vont demander 30, ils vont demander 25 ou 30. Donc vous êtes, quoi qu'il arrive, un petit peu limité dans la flexibilité qui reste, avec finalement comme joueur assuré un 5 autour de LeBron, Kuzma, Davis, et on n'a plus de front de courte, on n'a plus vraiment de banc, donc il y a encore tout à reconstruire derrière. Et finalement, vous vous retrouvez dans un schéma où les Lakers, ils ne sont pas ultra plus compétitifs qu'avant l'arrivée de Anthony Davis.
Certes, ils récupèrent un super joueur, mais ils en ont aussi sacrifié beaucoup dans le sens inverse. Donc, il y a une réflexion à mener. Il y a une réflexion à mener, et même si vous trouvez un truc à 3 où Ball se retrouve aux Suns, etc., ça tourne dans tous les sens, quoi qu'il arrive, il va falloir lâcher des joueurs qui, de toute façon, sont impactants et qui, de toute façon, ont un salaire qui puisse matcher en cumulé avec le salaire de Davis. Et dans le roster des Lakers, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Et ça limite donc la flexibilité, ça limite donc les possibilités, à moins de trouver un truc à 3 équipes, avec une équipe qui peut absorber un différentiel de salaire, etc. Mais quoi qu'il arrive, les Lakers qui sont au taquet au niveau du cap, ils doivent lâcher l'équivalent en dollars de l'arrivée de Davis. Et il n'y a pas énormément de joueurs, quand vous regardez le roster, il n'y a pas énormément de joueurs qui, mis bout à bout, vous permettent d'arriver à 25 millions. Il y a les 12 millions de KCP, il y a un peu de Ball, il y a un peu d'Ingram. Ou alors il faut mettre un Stephenson ou un Rondo, mais c'est un truc improbable, et les Pelicans, ils vont jamais dire banco, si en contrepartie, ils vont arriver Rondo, Beasley et Stephenson, ils vont dire mais vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, et je suis pas convaincu que les Lakers, en tout cas en l'abordant comme ça, aient un package super attractif. Le seul salut possible, ça serait que Anthony Davis, par l'intermédiaire de son agent, dise ok, Anthony Davis, c'est les Lakers ou rien. Et là, effectivement, toutes les autres équipes sont court-circuitées, parce que n'importe quel trade qui serait monté vers une autre équipe serait voué à voir à l'été 2020 Anthony Davis partir et du coup rejoindre les Lakers en free agent. Donc ça serait le seul scénario qui pourrait quelque part mettre sur le haut du tableau, sur le haut de la pile, les Los Angeles Lakers. Donc quoi qu'il arrive, il est vraisemblable que cette trade request, ce souhait de Anthony Davis de quitter les Pelicans, va se résoudre dans la durée. C'est une histoire dont on n'a pas fini d'entendre parler. Je serais très surpris si, avant la trade deadline, il y a quelque chose qui se montait autour d'Anthony Davis. Mais d'un autre côté, bien mal avisé, celui qui commencerait à faire des pronostics et des tentatives de prévision sur les trades, les échanges, et le futur visage de la NBA, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, souvenez-vous de Paul George aux Pacers, Irving aux Cavs, Kawhi aux Spurs, et tout ça finalement a assez vite changé, assez vite volé en éclats, et personne ne pouvait il y a encore 2-3 ans prédire que Irving serait un Celtics, Kawhi un Raptors, etc. Donc, attendons de voir, on va évidemment suivre ça de très près. Mais vraisemblablement, là, il faut aller dans une démarche longue. Et exactement comme dans le cas Paul George, vraisemblablement attendre l'été, quand la saison sera passée, tout le monde sera aux Bahamas, détendu, tranquille. Attendre l'été pour que les Pelicans se voient proposer les offres les plus intéressantes et soient en capacité vraiment de peser le pour et le contre. Et puis dans le pire des cas, ils repartent sur une saison avec Davis. Avec Davis, ils n'ont rien trouvé d'intéressant, mais avec toujours le risque effectivement de se retrouver dans un cas de figure où ils perdent Davis du coup à l'été 2020 contre rien. Mais c'est peu probable qu'on en arrive jusque là. On suivra ça de très près. Comme si l'actualité sportive ne suffisait pas, il nous faut des mélodrames. Il nous faut des mélodrames autour de trade. Allez, merci de votre fidélité, bon match à tous.